Bonjour à tous, bonjour, bon après-midi, selon le pays d'où vous vous connectez. C'est un plaisir pour moi que de vous accueillir à cette cinquième session euh, de la série Sud-Sud, renforcer les entreprises dirigées par des femmes. La session d'aujourd'hui est consacrée à l'accès au financement pour les MPME dirigées par des femmes. Je suis Nia Descenlis-Perrin, chargée de projet au département Réseau et Alliances de Colide, basée au bureau de Bruxelles, et c'est moi qui vais modérer la session d'aujourd'hui. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler à chacun comment s'engager, comment participer à ce webinaire. Vous pouvez échanger des informations ou des points de vue dans la fonction chat. Nous vous encourageons vivement à soumettre vos questions dans la fonction Q&R, car nous consacrerons du temps aux questions auxquelles nos panélistes répondront à la fin de la session. Veuillez noter que la session est disponible en anglais, en français et en espagnol. Pour choisir la langue dans laquelle vous souhaitez suivre la session, cliquez sur le globe en bas de votre écran. Si vous ne trouvez pas le logo du globe, vous devrez peut-être cliquer sur les trois points à droite du même écran. Enfin, cette session est enregistrée et elle sera donc publiée sur YouTube et toutes les ressources qui seront utilisées tout au long de la session, y compris les présentations et les points clés, seront partagées sur notre plateforme AgriNovators, que euh, mon collègue vous présentera le lien qui vous permet de vous relier à AgriNovators dans le chat. Alors, quels sont les objectifs de cette série? Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, bienvenue. La collaboration entre ONU Femmes et Colide a commencé en janvier 2025. Elle cible les entrepreneurs des pays d'Afrique et des Caraïbes et au-delà et se concentre principalement sur les entreprises du secteur agroalimentaire. Les séries Sud-Sud sont conçues pour les chefs d'entreprise et les femmes entrepreneurs. Elles visent à favoriser la collaboration entre les entrepreneurs, à partager les connaissances, à présenter des expériences réussies de femmes entrepreneurs et à améliorer les compétences commerciales, l'accès au marché et les possibilités de mise en réseau. Après quatre premières sessions très réussies, la session d'aujourd'hui, donc la cinquième, va se concentrer sur l'accès au financement pour les MPME dirigées par les femmes. Nous avons plus de 600 personnes enregistrées, donc on peut penser qu'il s'agira d'une session très riche et très intéressante. L'ordre du jour sera le suivant. Je vais commencer par faire une introduction du sujet. Ensuite, nous entendrons les remarques de bienvenue de Jérémy Knops et d'Angela Davis. Nous passerons ensuite au panel sur les expériences des femmes en matière d'accès et de fourniture de financement. Nous écouterons Barbara Cecilia Zarte, Edna Odalio, Maria Rojas et Michel Mbora. Ensuite, nous consacrerons un peu de temps aux questions et ensuite nous terminerons par quelques points clés et nous dégagerons une voie à suivre. La question principale qui va nous guider tout au long de ce webinaire sera la suivante. Pourquoi un accès équitable au financement est-il important pour les MPME dirigées par des femmes dans les pays du Sud? Eh bien, pour différentes raisons. Tout d'abord, cet accès stimule la croissance économique et l'emploi. Les MPME dirigées par des femmes représentent environ 35% de l'ensemble des MPME. Ce sont des moteurs essentiels pour la création d'emplois et la productivité. Par MPME, naturellement, on entend micro, petites et moyennes entreprises. Ensuite, un accès équitable au financement permet aux femmes de s'émanciper économiquement et socialement. L'accès au financement renforce le pouvoir de décision, l'indépendance et la résilience face aux chocs financiers. En outre, il favorise également la création de marchés inclusifs. Le soutien aux femmes entrepreneurs favorise une participation sectorielle plus large et des structures économiques plus équilibrées. Enfin, un accès équitable au financement réduit la pauvreté et les inégalités. L'inclusion financière permet aux femmes de développer des activités génératrices de revenus et d'investir dans les familles et les communautés. Donc, nous avons donc constaté que l'accès au financement est crucial pour les PME dirigées par des femmes. Néanmoins, les femmes sont confrontées à de nombreux défis en matière d'accès au financement. Je vais les résumer rapidement. Tout d'abord, les garanties et droits de propriété limités restreignent l'accès au crédit formel. Les produits financiers sont mal adaptés également aux besoins des femmes. Et les agents de crédit font preuve d'un parti pris persistant qui décourage les femmes d'investir. Autre obstacle, le manque d'inclusion financière. Au niveau mondial, les femmes sont moins susceptibles d'avoir un compte bancaire ou de s'engager auprès d'institutions financières formelles.
Dans les pays en développement, l'écart entre hommes et femmes en ce qui concerne la possession d'un compte est resté d'environ 9 points de pourcentage depuis 2011, ce qui limite l'accès au crédit. De plus, les normes socioculturelles et les obligations familiales limitent le temps, la mobilité et la croissance des entreprises. Ceci décourage également la prise de risque et l'engagement formel avec les banques, ce qui renforce les activités commerciales plus petites et informelles. Ensuite, euh, il y a des problèmes, des connaissances financières, l'expérience entrepreneuriale sont limitées, ce qui réduit la capacité à obtenir un prêt et la croissance de l'entreprise. Et enfin, la concentration dans des secteurs informels à faible croissance réduit l'accès à des financements plus importants. Enfin, les femmes des zones rurales sont confrontées à des défis supplémentaires, comme les longues distances qui les séparent des banques, leur mobilité limitée, les risques liés à la sécurité, etc. Et donc, vous avez un fossé financier persistant entre hommes et femmes qui ralentit la croissance et limite l'autonomisation économique des femmes. C'est donc le sujet des sessions d'aujourd'hui. Comment surmonter ces obstacles afin d'encourager un accès juste et équitable au financement et permettre ainsi aux femmes entrepreneurs de développer leurs activités, de créer des emplois et de stimuler une croissance économique inclusive. Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'écouter nos panélistes, nous allons d'abord entendre quelques mots de bienvenue de Jérémy Knops et d'Angela Davis. Je vais d'abord donner la parole à Jérémy Knops, délégué général du COLID. Jérémy combine une expertise en matière de commerce agricole international et de développement du leadership, et il a plus d'une décennie d'expérience dans le soutien aux producteurs de fruits et légumes des pays ACP. Jérémy, je te donne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nina. Et bonjour, bon après-midi, bonsoir, quel que soit le pays d'où vous vous connectez. Donc, c'est pour moi un grand plaisir que de vous accueillir à cette cinquième session de la présente série que nous avons organisée en collaboration avec notre partenaire ONU Femmes. Le sujet d'aujourd'hui tombe véritablement à pic et il est vraiment fondamental. Comment améliorer l'accès des femmes au financement, l'accès des femmes qui dirigent les MPME? Alors, Nina nous a présenté une série de contraintes structurelles qui limitent l'accès des entrepreneurs MPME à la finance et au financement. J'aimerais ajouter à cela que, bon, je travaille principalement dans le secteur des fruits et légumes, j'aimerais ajouter à cela la complexité structurelle inhérente à l'accès au financement, en particulier pour les MPME. C'est un phénomène bien connu et en fait, vous avez très souvent un problème de chaînon manquant, cette compagnie intermédiaire qui est trop petite pour avoir accès aux instruments ou aux institutions financières. Et donc, quand on prend en particulier les entreprises dirigées par les femmes, les MPME dirigées par les femmes dans le secteur agroalimentaire, je dois dire que le défi est vraiment de taille. Elles sont confrontées, ces femmes, à de nombreuses difficultés. Au COLID, nous considérons que l'accès au financement devrait être un des instruments principaux de l'autonomisation des femmes. C'est pourquoi nous essayons d'a- d'atteindre cet objectif au travers de notre programme Fit for Market Plus, qui est soutenu par l'Organisation des pays ACP et par l'Union européenne. On essaye en fait de construire des passerelles, de combler également les déficits entre entrepreneurs et institutions financières dans le secteur agroalimentaire. Euh, il faut tout d'abord renforcer les capacités. Il faut également que ces entreprises soient prêtes à investir et pour cela, il leur faut se former. C'est tout un parcours qui doit permettre aux femmes entrepreneurs de valider leur modèle d'entreprise, de développer des entreprises robustes, des plans financiers. Et puis, il faudra également euh, identifier des bonnes sources de financement et des bons types de financement. On essaie d'y arriver en proposant une série de webinaires, de stages d'auto-études, de formations collectives, de formations sur mesure. Et tout ceci doit modeler la capacité de prise de décision avant de pouvoir véritablement approcher des investisseurs. Et puis, vous avez un autre aspect, un autre volet de l'opération, c'est travailler directement avec les fonds d'investissement et les institutions financières. Nouer des partenariats avec ces enceintes pour essayer d'avoir une vision certes globale, mais vue d'un autre angle. Comment alléger les risques du point de vue des financiers et du point de vue des investisseurs? Euh, Ce qui veut dire qu'il faut également travailler sur la
une gouvernance améliorée sur l'accès au marché, sur la conformité, le but étant de réduire les risques perçus et d'accroître la performance dans son ensemble, tout en multipliant les possibilités qui existent déjà dans le secteur agroalimentaire. Parce que bien souvent, quand on considère les institutions financières, on se rend compte que pour elles, l'agroalimentaire n'est tout de même pas, n'est pas le domaine le plus important. Et il faut que ces institutions, elles aussi, soient en mesure de comprendre ce domaine. D'où notre action visant à éliminer ces barrières. Et puis, il faut mettre en correspondance euh, les investisseurs et les bénéficiaires de ces investissements, les entreprises qui sont prêtes à accepter des investissements et la possibilité également pour ces entreprises d'identifier des institutions qui seraient prêtes à les aider, à leur fournir les instruments financiers nécessaires. Donc, c'est une approche holistique, une approche globale que nous suivons. Nous menons différents types d'activités euh, et nous envisageons de nouvelles activités pour le futur. Mais voilà donc en quoi consiste principalement notre action. Naturellement, on ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais ce faisant, nous essayons de contribuer à l'amélioration de l'accès au financement, en particulier pour les PME qui sont dirigées par des femmes. Et je voulais simplement vous dire, en guise de conclusion, aussi, comme Nina l'a dit, euh, que bon, nous travaillons en collaboration avec ONU Femmes et pas seulement dans le cadre de la présente activité. Nous collaborons avec ONU Femmes parce que nous partageons une vision d'ensemble, l'autonomisation économique des femmes qui est essentielle pour un développement durable. C'est absolument nécessaire pour atteindre les objectifs de développement durable également. Et d'un point de vue financier, oui, il y a l'inclusion financière, mais également le développement capacitaire et la mise au point de politiques sensibles aux considérations de sexe. Et, les problèmes sont multiples, mais l'accès au financement reste tout de même un des plus importants. Donc, merci beaucoup à ONU Femmes pour son partenariat durable avec l'Union européenne et avec le secrétariat des pays ACP. Merci également pour son soutien à Fit for Market Plus. Merci également aux oratrices et naturellement à tous les participants. Votre engagement, votre présence à ces sessions est vitale. Ça nous permet d'avoir des sessions vivantes, dynamiques, ça nous permet d'apprendre, de questionner, mais également de nous connecter les uns aux autres durant la session, mais également après la session au travers des différents canaux de communication. Bien sûr, au travers de AgroInnovators, qui est notre enceinte privilégiée. Merci encore et je vous souhaite une session très intéressante. J'attends avec impatience les échanges et les conclusions. Merci. Merci, Jérémy. Et je vais maintenant donner la parole à Angela Davis, qui est responsable des partenariats au Bureau multipays d'ONU Femmes dans les Caraïbes. Angela Davis combine plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la santé publique et de l'égalité des sexes. Elle est animée par une passion pour l'établissement de partenariats qui favorisent un développement inclusif et durable de l'ensemble des Caraïbes. Merci, Angela. Merci beaucoup et bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. Tout d'abord, merci du fond du cœur à nos oratrices qui ont décidé d'être avec nous aujourd'hui. Plus particulièrement, merci aux entrepreneurs et aux organisations partenaires. Merci à Maria, à Barbara, à Cecilia. Merci d'avoir noué un partenariat avec nous dans le cadre de cette initiative. Nous sommes très, très heureux d'avoir la possibilité euh, d'offrir ce genre d'occasion, de possibilités d'apprentissage. Euh, ces échanges sont nécessaires. Il faut s'étendre au-delà des frontières. Dans les Caraïbes, nous partageons beaucoup de choses avec d'autres personnes partout de par le monde et c'est une possibilité pour nous donc d'en apprendre plus. Merci également à tous nos partenaires du COLID. Merci à Jérémy et à Nina pour leur collaboration permanente et merci à tous les participants de la région et au-delà. Merci de nous permettre de nous mouvoir dans cet espace d'apprentissage global planétaire. Et grâce aux technologies, c'est rendu possible. Nous pouvons mener ce type de conversation et d'interface. C'est très utile.
Et ça montre également que notre apprentissage n'a pas de frontières. Les collègues qui participent aujourd'hui avec nous, les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs, avec lesquels nous essayons de nouer des contacts, merci. Merci beaucoup de votre engagement. On a parlé en particulier des entrepreneurs qui travaillent dans le domaine agroalimentaire et le domaine agricole. Euh, vous jouez un rôle tout à fait critique pour la durabilité de nos économies. Donc, merci tout d'abord d'oser rêver. Merci d'essayer de transposer nos rêves en réalité. Et merci d'avoir lancé des entreprises et de les faire croître. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et nous espérons que cette plateforme continuera d'encourager les choses qui ont été mises en place. L'accès au financement est un défi structurel. Ce n'est pas une question de niche. En Amérique latine et dans les Caraïbes, le déficit de crédit est estimé à environ 5 milliards pour les microfirmes dont les femmes sont propriétaires, 93 milliards euh, aux É- de dollars américains pour les PME. Les femmes ont besoin de capitaux et pourtant elles ne reçoivent qu'une partie infime des capitaux privés ou autres qui sont disponibles. Et donc, euh, des... comment aller plus loin? Comment dépasser ces limites? Tout d'abord, par exemple, les Caraïbes. Euh, les femmes dans les Caraïbes qui dirigent des MPME ont tendance à se reposer sur le financement à court terme, 20% du volume du crédit à court terme. Mais les instruments à court terme sont assortis de taux d'emprunt souvent très très élevés, ce qui ne répond pas à nos aspirations en termes d'investissement. Donc, lorsque les femmes les femmes bien souvent ne demandent pas des prêts. Tout d'abord parce que les taux d'intérêt sont très élevés, parce qu'il y a des besoins de garantie qui sont également très élevés. Et puis, le coût est souvent prohibitif. Dans certains marchés, les choses vont très très mal. À la Barbade, 76% des firmes dirigées par des femmes citent le financement comme un obstacle majeur. Et donc, tous ces problèmes de garantie et de produits se posent. Et il y a également des problèmes de capacité, des problèmes de confiance. Les entreprises dirigées par des femmes sont souvent des petites entreprises qui ont tendance souvent à s'auto-exclure du crédit formel après des expériences négatives. Et donc, elles perdent plus ou moins leur accès au financement de ce fait. C'est également un gros obstacle. Et vous avez également la peur des contraintes. Tout ceci a des caractéristiques sur le développement de leurs entreprises. Vous avez également des problèmes d'informalité, de désagrégation ou de mauvaise ventilation des données entre les sexes. C'est un gros problème. Euh, Lorsqu'il s'agit de concevoir des projets, euh, euh, les pratiques en matière de crédit sont également difficiles. Ce qu'il faut, c'est une finance qui soit sensible à la dimension de sexe, des produits qui sont conçus pour les femmes. Il faut également que les femmes soient là, à la table. Il faut pouvoir disposer d'un certain degré de souplesse en termes de garanties alternatives et ceci devrait permettre de mobiliser la performance et de créer de nouvelles opportunités. Vous avez également le fait que les firmes et les systèmes financiers qui incluent les femmes ont tendance à croître plus rapidement. Les compagnies qui misent sur la diversité des genres signalent ou rapportent souvent, déclarent souvent des revenus plus élevés. C'est pourquoi ONU Femmes et ses partenaires au travers d'une initiative financée par le soutien généreux de Global Affairs Canada, permet d'étudier les utilisations diverses des outils financiers qui sont développés pour l'Amérique latine et pour la Caraïbe. Et maintenant, on considère l'adoption de marchés spécifiques aux Caraïbes, qui reposent sur les banques de développement, les institutions commerciales financières et les organisations de soutien aux entreprises. Et tout ceci doit mieux refléter la réalité des femmes. Il ne faut pas s'arrêter aux simples garanties. Il faut également aligner les remboursements sur les flux de trésorerie, intégrer les paiements numériques. Euh, et donc, dans cette session d'aujourd'hui,
Nous allons essayer de voir comment on peut travailler avec des partenaires comme le COLID et comment développer ces idées, comment les déployer. Les pays des Caraïbes sont des pays insulaires en développement, très vulnérables aux chocs externes. Il en résulte d'importantes vulnérabilités, des multiples vulnérabilités. Le secteur agricole est particulièrement vulnérable à ces chocs extérieurs, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles ou de d'événements, d'épisodes climatiques défavorables qui arrivent bien souvent, qui s'attaquent aux économies, qui érodent les gains du développement dans le secteur agricole. Et nous savons qu'au sein de notre secteur également, vous avez un volume très élevé de femmes qui travaillent à tous les niveaux dans tous les secteurs. Nous essayons de faire le maximum pour trouver des moyens pratiques d'aider ces femmes, d'aider ces MPME pour en faire des entreprises plus résilientes, par exemple au travers de la planification, de la continuité des activités. Le but étant de ménager un accès à des instruments financiers raisonnables et accessibles qui permettent pas seulement de construire des entreprises plus résilientes, mais qui permettent également de rebondir en cas de problème. Donc, ceci fait partie de différents aspects qui intéressent plus particulièrement les Caraïbes. Avant de commencer, euh, bon, on voulait en savoir plus à votre sujet et donc je voudrais vous poser deux questions dans le chat. Tout d'abord, d'après vous, quel est le principal obstacle financier qui, qui se pose à vous? Est-ce que c'est les garanties? Est-ce que ce sont euh, les taux? Est-ce que la complexité des demandes et puis, ou l'inclusion numérique? Et puis, deuxième question. D'après vous, quel est le changement qui ferait la plus grosse différence dans votre pays? Euh, Conception du produit, alternative aux garanties, calendrier de remboursement. Avez-vous accès à un soutien en mentorat? Avez-vous accès à des canaux numériques? Qu'est-ce qui fait la différence? Donc, mettez vos réponses dans le chat. Pour conclure, je dirais que le but d'aujourd'hui est simple. Essayons de passer aux étapes pratiques suivantes. Où piloter, comment co-concevoir des institutions et quelles données et sauvegardes sont-elles nécessaires pour que le financement puisse véritablement atteindre les MPME. Nous avons besoin de soutenir cette cohorte de personnes qui appuient nos économies. Nous essaierons de reprendre votre contribution dans nos rapports avec le COLID dans le trimestre, au cours du trimestre qui s'annonce. Merci beaucoup aux différentes oratrices et merci de nous permettre de faire appel à votre expertise. Merci Angela. Oui, merci Angela. Alors, après ces deux commentaires liminaires de Jérémy Angela, nous allons maintenant approfondir dans le sujet d'aujourd'hui sur l'accès aux finances pour les petites et moyennes, micro-petites moyennes entreprises dirigées par des femmes. Nous allons d'abord écouter Cécilia Sartin, qui est la responsable des projets Cécilia, vous avez la parole. Merci beaucoup Nina. Bon après-midi à chacun et chacune d'entre vous. Je voudrais vous commenter que je suis la responsable technique et j'assiste, je travaille dans le bureau régional d'UNOFAM pour l'inclusion financière. Je vous remercie de m'avoir invité pour partager avec vous les outils d'inclusion des femmes dans la fourniture de produits et services financiers. Un nom qui est un peu long, mais dans les 10 minutes dont je dispose, je vais essayer de vous donner un aperçu des idées principales qui sont sous-jacentes à la construction et l'application de cet outil.
le contenu de l'outil et la manière dont cet outil est utilisé par les institutions financières qui font partie de notre projet pour impulser un changement et arrêter de, et permettre l'accès des femmes aux produits financiers. On peut passer à la diapositive suivante. Dans cette diapositive, vous trouverez un lien qui vous permettra d'accéder à tout le matériel que nous avons préparé, qui a été construit spécifiquement à l'intention des institutions financières de tout acabit, parce que sert au travail de ces institutions avec lesquelles nous voulons établir un dialogue sur un processus, comme je vous disais, de changement de paradigme avec l'acquisition de nouvelles pratiques, de nouveaux points de vue qui permettent de rapprocher les utilisatrices des produits financiers et les institutions financières et de réduire les obstacles non seulement à l'accès de ces produits, mais également au profit qu'on peut tirer de ces produits. Comment nous transformons l'accès au crédit, dans ce cas, aux femmes qui sont propriétaires d'une entreprise, comment nous pouvons transformer un possible accès au crédit pour un bénéfice, pour un florissement de son entreprise. Donc, pour cela, il faut commencer par penser à une série d'étapes qui ont servi au développement de notre outil et également au projet dans lequel nous sommes embarqués. Nous comprenons que le défi de l'inclusion financière, c'est-à-dire non seulement pour l'accès, mais également pour l'utilisation à bon escient des produits et services financiers par les femmes, c'est un problème complexe qui dépasse le système financier. Et très récemment, dans la présentation de Nina et Angela, ont mentionné déjà les barrières auxquelles sont confrontées les femmes pour pouvoir accéder à des produits financiers. Ces obstacles euh, ne sont pas uniquement de nature technique. Et donc, nous avons commencé à nous poser la question, voir quelle approche utiliser pour pouvoir avoir un aperçu écosystémique. Parce que où les résultats ne sont pas simplement des résultats qui servent à définir un produit financier, mais également à construire un écosystème qui combine les acteurs financiers et les acteurs non financiers qui puissent se spécialiser et être des catalyseurs du potentiel renforcé par les femmes. Et que ce potentiel soit reconnu. Et que les femmes puissent être considérées depuis cette potentialité et pas tellement en fonction de leurs antécédents de crédit ou d'autres facteurs. Tous ces défis et l'outil que je vais vous présenter, auquel vous pourrez accéder en utilisant le lien est une série de questions qui peut aider les institutions financières et les équipes qui les forment à réfléchir à concevoir des produits financiers intégraux qui combinent les services financiers avec des services non financiers et qui permettent de produire un changement culturel au sein des institutions en se basant sur le pouvoir de l'existence d'un lien étroit entre ces utilisatrices potentielles et les institutions. Cet outil a été produit grâce à l'utilisation des bonnes pratiques du secteur dans 3 pays où le projet est actif, le Guatemala, le Salvador et l'Honduras, qui nous a montré que à travers ces questions, il y a une série d'obstacles internes qui peuvent être identifiés, les préjugés qui sont cachés derrière les pratiques des institutions financières et permettent également de voir comment les institutions financières peuvent créer un processus pour pouvoir entrer en relation avec ces femmes entrepreneurs. Alors, pour résumer, cet outil a été élaboré. Et quand je dis outil, je veux que vous compreniez bien. On peut
en discuter plus à fond, plus loin si vous le souhaitez, mais je vais vous montrer comment fonctionne le projet. L'outil est utilisé comme détonateur du changement culturel dans les institutions et il doit se combiner avec l'existence de guides, de webinaires, d'actions au niveau dans les écosystèmes nationaux dans lesquels nous travaillons coude à coude avec les institutions financières et avec les institutions qui développent et offrent une éducation financière pour les femmes du segment. L'outil n'est pas une fin en soi, c'est un premier pas, un détonnant pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il comporte 5 dimensions basées sur utilise 3 approches avec un objectif général qui est le renforcement de la santé financière des femmes et de leurs entreprises, et ceci étant un concept beaucoup plus vaste que le simple accès au financement. Ce que nous essayons de faire, c'est de permettre de décupler les capacités que les femmes ont, de les étendre non seulement du point de vue financier, au sein duquel on trouve non seulement les connaissances financières des femmes, mais également cet outil cherche à renforcer les capacités de planification, de projection de leurs activités et de mettre en pratique la prise de décision où les femmes puissent s'appuyer sur des connaissances financières. L'accès aux produits doit également être les femmes doivent également être accompagnées dans les premiers processus de prise de décision sur la façon d'investir. Et donc cet outil a cet objectif d'accompagner les institutions financières pour qu'elles puissent développer les produits financiers pour qu'ils puissent contribuer au renforcement de la santé financière des femmes entrepreneurs et de leur entreprise. L'outil, comme je vous disais, se compose de 5 dimensions. Nous allons maintenant les examiner. 2 d'entre elles parlent de la disponibilité des données et de l'utilisation, l'importance d'utiliser ces données pour pouvoir définir les segments d'entrepreneurs, parce que nous ne sommes pas toutes égales, et pour pouvoir préparer un produit à mesure qui repose sur les données pour produire un produit qui soit pertinent en donnant des valeurs pour produire de la valeur pour les femmes. La troisième dimension parle de la conception des produits et services financiers spécifiquement en pensant à l'intelligence de genre, à savoir comprendre quels sont les obstacles spécifiques et les différences existant entre les hommes et les femmes pour pouvoir accéder aux finances dans leurs bénéfices. Et les autres dimensions de cette mesure sont la mise en œuvre de ces produits financiers et la culture organisationnelle nécessaire pour que un produit financier puisse être conçu à mesure des femmes pour ces entrepreneurs et qu'il puisse être mis en œuvre sans barrière et sans que n'interviennent les préjugés qui génèrent des problèmes dans les produits qui existent actuellement. Et dans la diapositive suivante, nous montrons, et ceci c'est quelque chose, je ne vais pas entrer dans les détails, mais nous montrons ici les meilleures pratiques en matière de collecte de gestion des données pour comprendre le segment des femmes. Et ici, il y a une série de questions qui se posent où on demande aux institutions financières de voir dans quelle mesure elles ventilent les données sur les clientes par sexe. Et si ils observent ces données au niveau des différentes étapes, comme l'attraction, l'incorporation, et voir si ces données sont biaisées, tant du point de vue des produits et services, et quels sont les montants de crédit moyens.
Et il y a également des questions concernant l'utilisation des produits et des données démographiques. Et l'idée est de permettre aux institutions financières de créer des systèmes de recueil et de gestion des données ventilés. Et pour cela, il faut avoir une vue intégrale des personnes pour que celles-ci puissent accéder aux produits de l'entreprise. Parce que d'un côté, on a l'optique de l'utilisatrice du produit financier et d'autre part une caractérisation, identification de l'entreprise que cette femme pourrait avoir. C'est très important parce que la plupart des établissements financiers n'identifient pas la propriété de l'entreprise et le sexe du propriétaire. Ils ne peuvent pas identifier si une entreprise est dirigée par une femme ou non. Ce n'est pas une priorité, mais c'est clé parce que il nous faut pouvoir avoir une méthode d'identification des entreprises dirigées par une femme. Et pour cela, il y a une série de définitions à tenir en compte. Externe, on peut passer à la deuxième dimension qui se trouve représentée dans la deuxième diapositive. Ici, donc, nous sommes déjà à l'étape suivante. Nous avons déjà des données. Comment les analysons-nous? Comment les ventilons-nous? Et ici, je ne vais pas entrer dans le détail, mais pour qu'on se comprenne, et nous sommes face à un défi multicasuel pour les femmes au moment d'accéder à un produit financier. Ici, il faut voir quelles sont les questions que se posent les établissements financiers. Ils regardent quels sont les patrons, les modèles de propriété, le modèle de comportement des utilisatrices et le rendement qu'on obtient d'analyse. Et donc, on n'arrive pas à un niveau de granularité qui s'adapte aux entreprises dirigées par des femmes. Et la diapositive suivante, vous voyez la troisième dimension. Une fois que nous avons les données et qu'on peut effectuer une analyse profonde de ce que ces données nous racontent sur les différences entre les hommes et les femmes et les sociétés dirigées par un homme et une femme, on peut essayer de voir quels sont les éléments dont nous avons besoin pour pouvoir concevoir un produit, un service financier. Et ici, il faut voir comment nous appliquons cette intelligence de genre. Et comme je vous dis, l'intelligence de genre, c'est comprendre quels sont les obstacles différenciés entre hommes et femmes, quelles sont les attentes, les projets, les plans qu'ils puissent renforcer ses capacités et permettre aux femmes d'atteindre leurs rêves. Et les outils, l'outil doit servir également à poser des questions spécifiques pour pouvoir préparer un produit pour les femmes, où on parle des alliances qui peuvent être réalisées avec d'autres acteurs de l'écosystème entrepreneurial pour renforcer les capacités des femmes pour qu'elles puissent développer leur entreprise et que la rentabilité de cette entreprise puisse fournir des bénéfices pour celle-ci. Passons à la diapositive suivante. Ici, une fois qu'on a le produit et qu'on regarde les femmes et que nous avons bien compris ces femmes entreprises, on demande aux établissements financiers qu'ils regardent leurs propres produits et une fois que nous faisons cet exercice d'introspection, on arrive à la mention 4 sur la mise en œuvre. Quelles sont les capacités internes qu'il y a dans notre équipe et comment pouvons-nous nous rapprocher et créer une communication empathique et réceptive avec les femmes
entrepreneurs. Ça, c'est du point de vue de l'établissement, bien entendu. Et finalement, je suis en train de courir parce que le temps est compté. La cinquième dimension de cet outil va un peu plus loin. Et ici, la question qui se pose dans le travail avec les institutions financières, c'est quelle est la culture organisationnelle que les établissements financiers ont pour pouvoir permettre que leurs travailleurs, leurs collaborateurs puissent travailler en employant un paradigme axé sur les femmes, sur les personnes, dans le processus de conception de produits financiers. Et ceci, il ne suffit pas d'avoir des politiques d'inclusion de genre ou des politiques de euh, pratique et de la pratique de promotion d'inclusion au sein de l'établissement, mais également aller un pas plus loin avec un engagement vers l'innovation axée sur les personnes avec le seul objectif de réaliser la santé financière pour les femmes et pour les entreprises. Et j'en reste là. Merci beaucoup. Merci Cécilia pour votre présentation extrêmement complète et très instructive. Nous allons maintenant écouter Edna Odallo, directrice générale d'Afriscope Research au Kenya. Elle est experte en finance et en investissement et compte plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement des PME vers une croissance durable grâce à planification financière stratégique au lien avec les marchés et au développement des entreprises. Edna, je te cède la parole. Merci beaucoup, Nina. Merci de cette gentille présentation. Bon après-midi, bonsoir à toutes les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Notre organisation Afriscope Research Limited travaille sur les PME, plus particulièrement les PME dirigées par des femmes et leur rapport avec les milieux d'investissement. L'objectif global, c'est de dynamiser la confiance des investisseurs et donc faire en sorte que les femmes entrepreneurs puissent bénéficier de capitaux. Et nous travaillons sur un modèle 3S. euh, la stratégie doit être bancable, elle doit être inclusive et il faut également concevoir et co-créer des structures qui fonctionnent pour les PME, ainsi qui soient également à même d'encourager et d'attirer le financement. Quand on parle de structures, on parle également de structures de financement, de structures de gestion financière, structures opérationnelles, structures ressources humaines. Les structures sont essentielles, elles sont critiques. Que vous soyez une PME appartenant ou dirigée par une femme, une PME dans l'espace agricole, une PME industrielle, il est nécessaire de dynamiser la confiance des investisseurs et nous travaillons avec les investisseurs. Le but étant d'assurer la durabilité à long terme. Il faut que ces entreprises soient adaptables, il faut qu'elles aient des liens avec les marchés et des liens financiers. Donc, nous nous considérons comme une espèce euh, de, 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 de- de groupe des créateurs et nous sommes nous également des entrepreneurs. Et donc, je vais vous parler de mon expérience parce que je comprends très bien les différents problèmes liés à l'entreprise ou à l'entrepreneuriat aux mains des femmes. Donc, je vous invite à réfléchir sur une idée qui est à la fois puissante, pratique et qui me tient beaucoup à cœur. Comment libérer, comment débloquer l'accès au financement pour les femmes? Pour moi, débloquer l'accès au financement pour les femmes, c'est libérer le potentiel économique de l'Afrique également, l'ensemble du continent. Les femmes en Afrique dirigent plus d'un tiers des entreprises, mais il peut s'agir de petites exploitantes agricoles, de personnes qui détiennent des petites unités de manufacturières. Ce sont également des commerçantes et malgré leur dynamisme entrepreneurial qui est prouvé, la plupart des femmes fonctionnent en marge des systèmes financiers sur l'ensemble du continent. Euh, le déficit de financement des PME détenues par les femmes dépasse les 40 milliards de dollars américains en Afrique subsaharienne.
C'est un chiffre, certes, mais c'est plus que cela. Ça représente des millions de possibilités de croissance qui sont manquées, qui sont ratées chaque année. Lorsque les femmes ont accès à la finance, leur impact est exponentiel. Elles créent des emplois, elles conduisent, elles dirigent l'innovation, elles accumulent la résilience au sein de leur communauté. Par exemple, l'expérience nous a montré que les femmes qui cultivent des avocats, les femmes au Kenya ou les femmes qui travaillent dans le secteur du lait ont accès à des emprunts abordables et leur rendement et leurs revenus peuvent grimper jusqu'à de plus de 30%. C'est bien pour les familles, mais c'est également bien pour l'ensemble des communautés, pas seulement pour les personnes. Donc, financer les femmes, ce n'est pas seulement un projet social, c'est une stratégie de croissance pour le continent africain.
Women Enterprise Fund. Euh, c'est, Ce sont des bons points de départ, mais on a également besoin de soutien des gouvernements pour développer tout cela. Et puis, il faut également soutenir les modèles d'impact et de financement mixte. Ce sont des outils qui réduisent généralement le coût des capitaux pour les entreprises dirigées par des femmes. Pour les femmes entrepreneurs, l'objectif, c'est de renforcer votre capacité commerciale. Vous avez besoin de mettre à profit vos réseaux. Nous avons besoin, en tant que femmes, de renforcer notre confiance, de demander des capitaux et de négocier ces capitaux, des capitaux qui soient abordables et suffisants. Et enfin, et c'est possible, l'expérience l'a montré. Les organisations de soutien aux entreprises comme Afisco continuent de plaider en faveur des bonnes politiques. Il faut poursuivre les recherches, il faut continuer d'acquérir des connaissances qui nous permettent de mieux orienter les femmes dans la recherche de capitaux. En tant qu'organisation, chez Afriscope, nous avons consacré beaucoup de temps et beaucoup de ressources à l'obtention des informations nécessaires, des informations et le but également, c'est de normaliser le travail avec des conseillers euh, qui nous permettent de recueillir ces informations. En guise de conclusion, revenons-en là où nous avons commencé, le pouvoir du financement et les femmes. C'est une question d'équité, certes, mais c'est également une question d'égalité. Il s'agit de libérer l'ensemble du potentiel des entreprises dirigées par des femmes. Chaque fois qu'une femme a accès à un financement équitable, elle ne construit pas sa propre entreprise, elle multiplie également ses opportunités. Donc, n'oublions pas que la finance, c'est le pouvoir et ce pouvoir, il doit être répartis équitablement entre communautés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Edna, pour cette présentation très inspirante. Et maintenant, nous allons écouter Maria Rojas. Maria Rojas, qui est responsable de l'information et de l'analyse chez Red Camif, basée au Nicaragua. Elle apporte plus de 12 ans d'expérience dans le domaine de la finance inclusive et de la gestion des données, en dirigeant des études sectorielles, un suivi financier et des initiatives de connaissances qui renforcent la microfinance à travers l'Amérique centrale et les Caraïbes. Malheureusement, Maria n'a pas pu participer en direct aujourd'hui, mais elle a très gentiment préenregistré sa présentation que nous allons regarder maintenant. Bonjour à toutes et à tous les participants à cet événement. Au nom de Red Camif, nous remercions le bureau de l'ONU Femmes pour les Caraïbes de nous avoir invités à partager notre expérience dans le renforcement d'un système financier plus inclusif et plus équitable. Afin de vous donner un peu de contexte, en tant que réseau régional, Red Camif promeut l'inclusion financière à travers plus de 100 institutions affiliées en Amérique centrale et en République dominicaine qui gèrent ensemble un portefeuille de crédit supérieur à 3 647 millions de dollars. Sur ce portefeuille, 43,7% sont accordés à des femmes et 53,1% au secteur rural. Au total, nos affiliés servent un peu plus de 1,9 million de clients, dont 61,2% sont des femmes et 58,9% vivent dans des zones rurales. Bien que les femmes représentent la majorité de la clientèle desservie par nos institutions affiliées, des inégalités persistent entre les hommes et les femmes en matière d'accès et d'utilisation des produits financiers. C'est pourquoi nous considérons qu'il est essentiel que l'ensemble de l'écosystème financier travaille de concert pour contribuer à réduire cet écart. Dans ce cadre, RedCamif a signé un accord avec ONU Femmes dans le but de renforcer les capacités des institutions fournissant des services financiers afin, entre autres,
d'intégrer la dimension de genre dans leurs produits et services, de générer et d'analyser des données ventilées par sexe et de mettre en avant l'importance de l'inclusion financière des femmes à travers des événements, des études spécialisées et des actions de communication et de sensibilisation. Dans le cadre de ce partenariat, nous avons accompagné 6 institutions dans la région, au Guatemala, au Honduras et au Salvador, ainsi que des institutions qui travaillent avec des populations vulnérables. Ces institutions ont bénéficié de conseils en matière d'intelligence de genre axés sur la conception de produits et de services basés sur une compréhension profonde des besoins, des défis et des préférences des clientes afin que les offres financières soient différenciées ou soient différenciées pour les femmes et les hommes en fonction de leur réalité particulière et de leurs besoins spécifiques. Ces conseils ont compris un retour d'informations sur les résultats obtenus grâce à l'outil d'analyse de l'inclusion financière des femmes dans la fourniture de produits et services financiers, ainsi qu'un accompagnement dans l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'action visant à identifier les lacunes à combler. Nous considérons que cet outil est une innovation et une contribution significative pour le secteur de la finance inclusive car il intègre les meilleures pratiques en matière d'inclusion financière des femmes. De plus, il est facile à utiliser et à comprendre pour les prestataires de services financiers, ce qui facilite son adoption. Parmi les principaux enseignements tirés, nous soulignons que les institutions collectent effectivement des données ventilées par sexe, mais qu'il existe encore des lacunes dans l'analyse et la segmentation des données, par exemple dans l'identification des besoins spécifiques selon des critères démographiques, géographiques ou comportementaux. Bien que certaines institutions aient déjà conçu des produits adaptés aux besoins des femmes, il a été constaté que les stratégies de marché ne sont pas spécifiquement orientées vers ce segment. De même, il est apparu nécessaire d'établir des objectifs et des indicateurs clés de performance ou KPI en matière d'inclusion financière des femmes dans les plans stratégiques institutionnels afin de mesurer les progrès concrets réalisés dans la réduction de ces écarts. L'utilisation de cet outil a également permis d'identifier l'importance de renforcer les services non financiers par le biais de programmes d'éducation financière et de formation à la gestion commerciale qui facilitent l'accès et l'utilisation appropriée des produits financiers. Grâce à ce processus, certaines institutions ont ajusté leurs produits avec des conditions plus favorables et adaptées aux besoins spécifiques des femmes, les aidant ainsi à surmonter les obstacles à l'accès au financement. Une autre conclusion importante du module culture organisationnelle et capacité est que de nombreuses institutions n'ont pas encore pris d'engagement institutionnel clair en faveur de l'égalité des sexes. Il s'agit là d'un aspect qui est actuellement abordé dans les plans d'action stratégiques en encourageant l'intégration de la dimension de genre dans leurs stratégies politiques et pratiques internes. Il convient de signaler que notre travail ne se limitera pas aux 6 institutions initiales dans le cadre du Conseil, car depuis REDCAMIF, nous prévoyons d'étendre cet accompagnement à d'autres organisations afin de contribuer à continuer de combler les écarts et de promouvoir une inclusion financière réelle et durable pour les femmes. Enfin, je tiens à vous communiquer que nous sommes en train d'adapter notre portail de données MIF Index afin d'y intégrer des informations ventilées par sexe consolidées au niveau régional par pays et par prestataire de services financiers. Ces informations seront mises à la disposition de l'ensemble du secteur, ce qui permettra de mettre en évidence les disparités entre les hommes et les femmes en matière d'accès et d'utilisation des produits financiers et servira de base à la conception de stratégies plus inclusives et plus efficaces.
Les données ventilées par sexe sont essentielles pour comprendre les caractéristiques spécifiques du segment des femmes, ce qui permettra aux institutions d'identifier de nouvelles opportunités de marché, de se différencier de la concurrence, de renforcer les rapports avec leur clientèle et d'améliorer leur proposition de valeur. En outre, ces données facilitent le suivi des performances des produits et des programmes et permettent de mobiliser des actions concrètes en faveur d'une véritable inclusion financière dans le respect de l'égalité des sexes. En conclusion, d'après notre expérience, l'inclusion financière axée sur le genre est non seulement possible, mais nécessaire pour progresser vers un développement plus équitable et durable dans notre région. Nous avons constaté que les institutions financières prennent des mesures importantes en collectant des données ventilées par sexe et, par le biais de RedCamif, en adaptant la plateforme MIFINDEX avec des informations ventilées au niveau du pays, de la région, de l'institution, ce qui représente une avancée significative pour la prise de décision factuelle. Cependant, nous sommes toujours confrontés à des défis importants. Il est nécessaire d'intégrer l'égalité des sexes en tant qu'engagement institutionnel réel afin de renforcer les efforts de marketing axés sur les femmes et de concevoir des produits financiers qui répondent véritablement à leurs besoins et à leurs réalités. Les leçons apprises nous confirment qu'un simple diagnostic ne suffit pas, mais qu'un suivi constant, des plans d'action durables et l'engagement de l'ensemble de l'écosystème financier sont nécessaires pour générer des changements durables. La voie vers l'égalité financière passe par la collaboration, l'innovation et la volonté institutionnelle. Pour cela, nous continuerons à étendre cet accompagnement à davantage d'institutions en promouvant des pratiques qui éliminent les préjugés et renforcent les opportunités pour les femmes. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons construire un système financier plus inclusif, accessible et équitable qui reconnaisse les femmes non seulement comme des bénéficiaires mais aussi comme des agents fondamentaux du développement économique et social de notre région. Merci beaucoup. Très bien. Eh bien, nous remercions chaleureusement Marie d'avoir pris le temps d'enregistrer sa présentation qui, je trouve, était très instructive. Alors, hum, si, et comme elle n'est pas avec nous aujourd'hui, vous pouvez, si vous avez des questions que vous voudriez vous adresser, vous pouvez les mettre dans le Q&A et on lui enverra les questions. Elle répondra par email. Enfin, pour notre dernière intervenante, nous nous tournons vers l'Afrique et nous allons écouter maintenant Michel Mboa, responsable des investissements chez Inua Capital en Ouganda. Michel a plus de 8 ans d'expérience dans le soutien de l'investissement dans les PME en phase de démarrage et de croissance à travers l'Afrique, avec un accès particulier sur l'autonomisation des femmes entrepreneurs grâce à l'inclusion financière et la croissance des entreprises. Michel, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Michel et je viens de Inua Capital. Nous sommes des gestionnaires de fonds, d'un certain nombre de fonds, le principal étant le Inua Impact Fund, qui est domicilié en Ouganda. Nous sommes un fonds pionnier axé sur l'égalité des sexes. Nous investissons dans les entreprises à véritablement haut potentiel en Ouganda, entreprises et plus particulièrement PME, c'est très important à noter. Et on investit également au travers du prisme divergence sociale et gouvernance sociale et environnement. Euh, le but est de faire en sorte que les femmes aient en particulier accès à ce type de financement. Alors, comment approchons-nous les investissements d'impact? Nous pensons que les capitaux, ça ne suffit pas. Ce n'est pas tout pour l'entreprise. Il faut aller au-delà des capitaux. Donc, nous investissons des
capitaux très patients dans des entreprises. Et nous ajoutons pas mal de valeur à ces entreprises parce que nous savons qu'un capital sans la bonne stratégie, sans le bon partenaire, ne va servir à rien. En fait, ça va être tout le contraire. Euh, Nous aidons les entreprises d'un point de vue stratégique, mais nous fournissons également une assistance technique en guise de prime, en plus de notre capital, si vous voulez. Ça vient sous la forme de subventions qui sont là pour soutenir les entreprises dans la formalisation de leurs problèmes et la solution de leurs problèmes. Et c'est le cas plus particulièrement pour les entreprises qui sont dirigées par les femmes en Afrique et en Ouganda. Nous investissons entre 100 000 et 1 million de dollars par entreprise et c'est très intentionnel parce que nous pensons que vous avez quelque part au centre des entreprises qui sont trop petites mais qui sont également trop grandes pour attirer les investisseurs dont elles ont besoin. Et vous avez une espèce de chaînon manquant quelque part. Ce sont ces entreprises qui ont besoin de notre type de capital, mais également besoin d'un soutien pratique. Et nous sommes là pour travailler, pour les accompagner dans leur parcours de formalisation. On a déjà pas mal parlé de tout ceci, mais il est un phénomène, il est un constat que l'on continue de voir et qui crée de gros problèmes au financement des PME dirigées par des femmes, en Ouganda en particulier. Et c'est cyclique d'ailleurs. L'Ouganda est une société très patriarcale et on constate que les droits à la terre, les droits de propriété, les droits d'héritage restent très... les droits traditionnels restent très vivants au niveau local en particulier dans les zones rurales. En fait, seulement 17% des terres sont enregistrées sous le nom de femmes. Si vous tenez compte de ceci, en plus des problèmes liés aux garanties, eh bien, il y a de quoi décourager les institutions financières formelles. Euh, et donc, ceci limite la croissance des entreprises dirigées par les femmes et ça continue d'alimenter également un cercle vicieux. Du coup, les femmes ont moins confiance en elles-mêmes, dans leur capacité d'assurer, moins confiance dans leurs propres entreprises par rapport aux hommes. Et il y a également le problème de l'aversion au risque parmi les femmes. Par nature, les femmes sont plus prudentes. Elles prennent une approche, elles adoptent des approches plus mesurées en termes financiers. Et les femmes ont peur. En fait, elles ont peur des capitaux extérieurs. Elles ont peur de faire des erreurs, des grosses erreurs. Et du coup, elles hésitent beaucoup à contracter des prêts commerciaux. Elles continuent de limiter leurs ventes et leurs entreprises. euh, en raison de ce mauvais accès aux finances. Et puis, il y a également un certain nombre d'obstacles réglementaires, particulièrement en Ouganda. Tout d'abord, les obstacles juridiques à l'héritage de la propriété. En Ouganda, les infrastructures financières restent également très faibles. Euh, les bureaux d'évaluation du crédit euh, actuellement rapportent principalement des données IF de niveau 1 et 2 et les femmes n'obtiennent pas de capitaux auprès de ces institutions financières de niveau 1 et de niveau 2. Moins de 20% des crédits, du coup, sont dirigés vers des entreprises dirigées par les femmes. Et comment également évaluer les entreprises qui sont dirigées par les femmes? Comment évaluer leur capacité de remboursement? C'est également difficile. Et là, ce sont des exigences particulières qui doivent entrer en ligne de compte. Autre obstacle, euh, différence significative entre le nombre de femmes et d'hommes qui ont des titres d'identité nationaux, qui ont des téléphones mobiles. Et puis, vous avez les exigences d'octroi de prêts qui sont portées par les institutions financières. Ces exigences sont souvent très strictes et ça limite naturellement l'accès de ces femmes à des capitaux dont elles auraient pourtant besoin.
Donc, que faisons-nous? Nous continuons, nous restons pionniers, hein. Nous sommes un des deux grands fonds d'investissement domiciliés en Ouganda. Nous continuons de mettre l'accent sur la valeur et les systèmes futurs. Euh, et nous mettons également l'accent sur les systèmes, sur la gouvernance des systèmes. Nous voulons aller au-delà de ce que veulent les banques habituelles. La question qu'on se pose, c'est de savoir qu'est-ce que cette entreprise pourrait donner d'ici 5 à 10 ans. Et c'est ça que nous privilégions comme aspect. Nous mettons l'accent sur la personne dans laquelle nous investissons. Euh, euh, nous investissons dans les personnes parce que vous pouvez avoir une excellente entreprise, mais avec à sa tête la mauvaise personne. Et cette entreprise, elle ne va pas croître. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur la personne plus que sur l'entreprise, plus que sur l'aspect commercial. Et nous tenons également compte des historiques de transactions au-delà de ce que font le plus souvent les institutions financières. Donc, nous allons nous intéresser à ce qui est formel, mais également à l'informel. De nombreuses entreprises détenues par des femmes fonctionnent de manière très informelle et les revenus ne viennent pas de canaux qui sont faciles à tracer, à retracer. Et donc, nous travaillons toujours avec l'entrepreneur, avec la femme entrepreneur. Euh, 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 pour combien vendez-vous? En moyenne, combien vendez-vous à telle ou telle personne? Et à partir de là, nous pouvons acquérir une meilleure image de l'entreprise. Nous continuons également d'élargir la définition des garanties. Par exemple, pour nous, la propriété intellectuelle, c'est une garantie. Et nous accordons beaucoup d'importance à cette propriété intellectuelle. De même, pour nous, les garanties, ce peuvent également être des obligations ou des bons du trésor. Euh, donc, notre définition des garanties est beaucoup plus large que la définition normale. Nous sommes également là pour introduire des garanties dans la compagnie ou dans l'entreprise. Je pense particulièrement aux personnes qui travaillent dans le secteur manufacturier. Euh, Nous les invitons, nous les encourageons à acquérir des équipements qui peuvent alors être utilisés en tant que garantie. Ça permet aux entreprises de s'élargir, de s'agrandir de manière très considérable par rapport à la valeur réelle de la garantie. Et donc, c'est là une barrière que nous essayons de lever pour permettre à l'entreprise de se procurer des financements. Et puis, nous travaillons euh, avec différentes parties prenantes de l'écosystème. Par exemple, les arrangements en termes de garantie. Nous avons des partenaires comme le GIZ pour le moment. Nous sommes sur le point de lancer un partenariat avec Finance Trust Bank en Ouganda et nous plaçons des garanties en liquidité dans la banque Finance Trust Bank. Euh, et ainsi, les femmes peuvent intervenir plus rapidement dans le développement de leur entreprise. Le but étant à terme d'abaisser le taux d'intérêt et de prendre plus de risques aussi. Nous nous intéressons de près à tout ce qui est numérique et aux outils d'évaluation de crédit alternatifs. Euh, Donc, pour nous, ce qui nous intéresse également, c'est l'argent mobile. Ce sont les prêts que l'on contracte en tant que groupe, les entreprises d'épargne, les coopératives également. Nous sommes favorables aux prêts numériques parce que ils nous permettent de créer des bureaux de référence de crédit pour les emprunteurs informels qui ne relèvent pas de la microfinance typique niveau 1 et niveau 2. Et en fait, ça nous permet de contourner de nombreuses barrières en termes de garantie qui sont souvent exigées par des institutions financières plus formelles. Les prêts collectifs également, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc,
J'aimerais tout de même m'étendre sur le rôle des différents programmes de préparation aux investissements. Ça a été tout de même un succès, un outil très, très efficace. Euh, les PME sont confrontées à certain nombre de défis typiques, le financement, les systèmes financiers, la gouvernance également, les efforts de formalisation. Tout est une question de stratégie et comment croître. Et pour nous, ce qui a été très utile, c'était de faire intervenir les différents parties prenantes dans les écosystèmes qui sont en mesure de proposer une forme d'assistance technique. Et donc, le financement est un défi récurrent, mais euh, dans tous les cas, des garanties seront exigées. Et donc, nous travaillons avec des fournisseurs, des prestataires de services qui, eux, collaborent avec des entreprises au moment de leur création pour leur permettre de mettre certains systèmes en place. Ça ne fonctionne pas de manière parfaite, mais ça nous permet tout de même d'être plus ou moins précis. Ça fait une énorme différence entre ne pas avoir de pièces justificatives et le fait d'avoir au moins des pièces justificatives pour 6 mois, par exemple. Pour nous, ces programmes sont très utiles. Ils sont très importants également parce que euh, ça nous permet de mieux contrôler la situation. Nous mettons également un gros accent sur la formalisation des entreprises ou sur la gouvernance des entreprises. Il faut que l'entreprise ait en place des systèmes qui sont propices à une réduction des risques. Il faut qu'il y ait en place les bons systèmes, les bonnes personnes, la bonne structure qui permettent à l'entreprise de continuer d'exister au-delà du fondateur. Et vous avez des entités qui soutiennent les entreprises dans cette direction, c'est très important. Et ça nous permet à nous d'accroître notre niveau de risque dans l'entreprise. Nous sommes prêts à risquer plus pour une entreprise lorsque cette entreprise a un conseil d'administration qui fonctionne, un bon système comptable, un système RH et qui a également des politiques. Parce que cette compagnie, si elle fonctionne comme ça dès le début, elle continuera de fonctionner comme ça plus tard. Les bons ingrédients sont en place. Nous mettons également l'accent sur des personnes qui guident les compagnies au travers du soutien stratégique. Pour nous, le gros problème avec de nombreuses entreprises, c'est qu'elles vont lever des capitaux, elles vont recapitaliser et euh, là, elles vont souvent s'effondrer parce qu'elles n'avaient pas un bon plan de recapitalisation, un bon plan d'utilisation de ces nouveaux capitaux, la meilleure manière d'utiliser ces nouveaux capitaux. Et donc, c'est un point sur lequel j'insiste auprès des entrepreneurs, plus particulièrement les femmes. Et finalement, les réseaux sont également fondamentaux. L'entrepreneuriat est une activité solitaire et difficile, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil finalement. Les problèmes que vous affrontez aujourd'hui, d'autres les ont affrontés avant vous. Et c'est ça qui est important pour nous du point de vue des réseaux. Les entrepreneurs, et particulièrement les femmes, ont des problèmes de confiance et elles ont besoin de caisses de résonance, de personnes à qui s'adresser, de personnes qui ont connu les mêmes barrières, les mêmes obstacles, les mêmes écueils de l'entrepreneuriat. Et je vais terminer en vous donnant deux exemples. En Ouganda, tout d'abord, Forna Health Food, c'est une entreprise qui est dirigée par des femmes. Nous sommes le premier investisseur institutionnel de cette entreprise. Malgré des rentrées financières très intéressantes, elles ne parvenaient pas à obtenir le crédit auprès des institutions financières traditionnelles et elles ont survécu grâce notamment à un prêt personnel effectué par un fondateur. Mais nous avons pris ce risque. Elles n'avaient pas véritablement de garantie. Leurs chiffres n'avaient pas été vérifiés. Il y avait là plein de facteurs de risque. Et pourtant, nous nous sommes dit, cette société a une valeur et donc cette valeur, c'est de la propriété intellectuelle. Ce sont des recettes, ce sont des formulations. Et nous avons parié sur ces fondatrices
sachant que la fondatrice ou les fondatrices étaient le point fort de cette entreprise. Pas les chiffres, pas les actifs qui n'existaient pas encore. Non, c'était la fondatrice qui était l'atout numéro un. Et nous avons travaillé en partenariat avec l'USAID. Nous avons travaillé avec l'USAID pour développer non seulement un plan de croissance stratégique pour cette entreprise, mais l'USAID nous a également permis de mener des audits financiers. Donc, euh, notre comité d'investissement s'est vu présenter une stratégie claire, des atouts clairs, et c'était très important. C'était très important et c'était beaucoup plus important que le fait que nous n'ayons pas pu valider certains aspects. Raison pour laquelle finalement nous avons marqué notre accord pour financer dans cette entreprise. D'un point de vue performance, euh, Forna continue à dépasser les prévisions de croissance. Elle a fait des progrès significatifs. Et c'est une entreprise dans laquelle nous sommes très investis et dont nous sommes particulièrement satisfaits. Une autre entreprise dirigée par des femmes dans laquelle nous avons investi et nous, il s'agit d'une entreprise qui débute, toute débutante, et il s'agissait d'une entreprise très débutante et donc euh, nous allons utiliser euh, un système de concession. En fait, ceci montre combien il est important d'être novateur. Euh, on aurait pu dire non, cette entreprise, on est à ses premiers balbutiements, c'est trop tôt. Mais il s'agissait d'une entreprise qui était dirigée par une femme qui avait un impact très fort, qui travaillait avec des petits exploitants agricoles et nous nous sommes dit non, c'est impératif de la soutenir. Et donc, nous nous sommes adressés à cette entreprise et nous lui avons octroyé un capital concessionnel très important avec des objectifs clairs. Ces objectifs ont été fixés de manière très spécifique et ces objectifs devront être rencontrés au cours de l'année qui vient. Donc, c'est une autre entreprise que nous avons pu trouver au travers d'un de nos réseaux dans notre écosystème. Tout ceci montre que les entrepreneurs, et particulièrement les femmes entrepreneurs, ont besoin de réseaux. Parce que, comme pour la première société, c'est comme ça que ces entreprises ont été en mesure de croître. Je vous remercie et je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel, pour cet exposé très complet, très intéressant. J'aimerais remercier toutes nos merveilleuses panélistes pour ces exposés et ces réflexions particulièrement informatives. Je dois dire que la diversité des présentations d'aujourd'hui est assez impressionnante et je suis certaine que nous avons tous beaucoup appris. Maintenant, certains de nos participants ont des questions à poser à nos orateurs et donc nous allons commencer la session Q et R. Chronologiquement, Cécilia, nous avons deux questions pour vous. Première question, elle vient d'un des participants. Comment les femmes rurales en République démocratique du Congo peuvent-elles bénéficier de toutes ces connaissances, sachant que bien souvent, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de partenaires techniques ou financiers pour aider les femmes entrepreneurs? Seconde question, elle est assez large concerne également, où elle vient d'un des participants, quels sont les principaux obstacles qui séparent les hommes des femmes? Je sais que c'est une question très large, mais pour être un peu plus précis, je dirais qu'il faut penser au fait que de nombreuses femmes ont l'impression que le système financier, c'est pas pour elles. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de femmes entrepreneurs qui sont parvenues à changer ce narratif, à changer ce scénario et à prendre pied dans le système financier traditionnel? Merci. Merci beaucoup, Nina, pour cette question et à la participante de l'avoir posée. En premier lieu, pour répondre à la question sur la manière dont on peut tirer profit des connaissances ou quelle est
l'utilisation de l'outil pour des zones éloignées qui n'ont pas d'établissement financier proche, je voudrais insister une fois de plus sur ce que cet outil essaye de faire au-delà de, de développer un groupe de crédit ou d'augmenter, de s'adresser à une institution financière pour le citoyen. Il faut dépasser le paradigme écosystémique et ne penser uniquement des intérêts de l'institution financière au niveau de produits financiers et passer à un paradigme écosystémique dans lequel, qui est la proposition qui nous invite à régénérer le rapport entre les utilisatrices et ceux qui fournissent des services financiers, c'est-à-dire les institutions qui, d'une manière ou d'autre, nous mettent en rapport avec le système financier. Et ceci à voir principalement avec l'empathie envers un groupe d'utilisatrices. Et quand je dis empathie, je ne parle pas simplement de la solidarité, mais une écoute active, une compréhension de leurs nécessités dans le contexte particulier de l'entrepreneuriat et la création d'alliances pertinentes avec d'autres acteurs qui accompagnent ces femmes entrepreneurs indépendamment de leur contexte pour que, comme l'a dit l'une des intervenantes, que créer un produit financier qui puisse être pertinent pour ces femmes. Donc, je pense que c'est cela qu'il faut envisager, c'est le paradigme que l'outil essaye de pousser en avant. Et de notre côté, le grand défi du lien des femmes entrepreneurs avec le système financier et la différence qu'il y a par rapport aux hommes, ceci est très enraciné dans une situation qu'on retrouve dans d'autres systèmes, pas seulement le système financier, mais simplement la position qu'occupent les femmes dans l'économie en général, dans le marché de l'emploi, dans le secteur de l'entreprise, et comment les femmes trouvent leur place dans cet espace où il y a une croyance dans tous les domaines, y compris le système financier, où les femmes, du fait des tâches qu'elles ont habituellement à réaliser chez eux, ont d'autres rôles, des rôles plutôt reproductifs que producteurs. Et c'est un défi que nous devons surmonter, que nous devons pouvoir défier cette croyance généralisée que nous ne pouvons pas euh, diriger une entreprise ou que nous ne pouvons pas rêver avec de grandes entreprises et ceci ne et les responsabilités que les femmes ont dans leur foyer, par exemple, ne doivent pas miner leur possibilité de réaliser d'autres choses. Et c'est également quelque chose qu'il faut faire entrer dans la mentalité du système financier. Le système financier, si celui-ci arrête de penser qu'une femme n'est pas capable de mener une entreprise et faire face à tous les projets qu'elle a, eh bien, par le système financier, nous envoyons d'une manière ou d'une autre un message sur comment faire participer la femme dans l'économie et un message sur comment sont distribuées et réparties plutôt sont réparties les tâches ménagères. Et donc c'est en fait ça la différence. Il faut principalement insister sur la participation différente que les femmes ont dans le domaine de la production et petit à petit mettre en avant cette importance de veiller à la vie, chose que les femmes font déjà d'emblée, en insistant que les femmes peuvent apporter beaucoup sur le marché du travail, sur le marché en général, et avoir une reconnaissance de la femme
à ce niveau-là également. Merci beaucoup, Cécilia, pour ces réponses. Nous allons maintenant nous tourner vers Edna. Nous avons deux questions pour vous, Edna, des participants. La première question, est-ce que les femmes aux Caraïbes peuvent-elles avoir accès à ces transformations transformatrices ou peuvent-elles être adoptées? Être adoptées, pardon. Et la deuxième, vous avez parlé de l'importance des synergies et vous avez montré les rôles que les différents intervenants peuvent jouer. Euh, cette personne voudrait quelques précisions en ce qui concerne le développement des connaissances et le rôle des institutions universitaires. Est-ce que vous pourriez préciser un peu cette partie? Merci pour cette question. Alors, est-ce que ces modèles financiers peuvent être répliqués? En effet, oui, ils peuvent être reproduits dans différentes parties du monde, mais ils doivent être contextualisés de manière à être adaptés aux écosystèmes locaux. Parce que les financiers qui financent l'Afrique sont également ceux qui financent différentes juridictions dans le monde. Vous pouvez obtenir une facilité de crédit, par exemple, de l'Union européenne. Nous avons reçu parmi de crédits de la part de l'USAID. Et oui, ce système peut être répliqué. Mais quand on parle du financement d'impact, l'impact ne concerne pas seulement les femmes, mais également les produits, par exemple, liés au climat. Et donc, des différentes entreprises peuvent en tirer parti. Tout dépend de la manière dont vous allez mener votre entreprise. Il ne faut pas faire du packaging. En fait, il faut, dans le trajet de préparation aux investissements de l'entreprise, co-créer une stratégie qui mettra en exergue l'impact de votre entreprise. Nous, comme je dis dans mon exposé, on comprend ce qui se passe au niveau des organisations en l'apportant, au niveau des entreprises, en leur apportant un soutien en tant qu'organisation. Et donc, oui, on peut répliquer ce modèle dans n'importe quel lieu, dans n'importe quelle région du monde. Alors, deux autres choses au sujet de l'impact. Qu'est-ce qui se produit actuellement? Beaucoup d'impact sur les femmes, sur l'emploi des jeunes, et également, nous mettons beaucoup d'argent dans les stratégies d'atténuation des effets du changement climatique. Et donc, nous travaillons beaucoup dans ce domaine. Et donc, je sais de quoi je parle. S'agissant de la collaboration, les milieux universitaires sont des sources d'information. J'en ai pas parlé, je vous en remercie. Parce que grâce à ces recherches, nous pouvons comprendre et nous pouvons prendre des décisions qui s'appuient sur les faits, des décisions factuelles, qui s'appuient sur des données. Et là, les milieux universitaires ont un grand rôle à jouer. Nous avons différentes plateformes desquelles on peut puiser des informations sur différents produits agricoles, par exemple. Nous avons également des informations sur les différents besoins qui sont en vigueur dans l'Union européenne, parce que finalement, en tant qu'entreprise, si vous ne comprenez pas le produit, si vous ne pouvez pas montrer que vous avez une stratégie, ça n'ira pas. Vous devez pouvoir présenter ces connaissances aux financiers pour pouvoir accroître leur confiance en vous. Donc, nous ne pouvons pas nous séparer des milieux universitaires de ce point de vue parce que l'information, ils la détiennent. Ils recueillent ces informations et ils peuvent les évaluer. Donc, ces informations peuvent être utilisées pour informer les politiques gouvernementales, par exemple, pour informer les partenaires de notre développement. Je vous remercie et j'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup, Edna. Oui, je crois que vous avez bien répondu à la question. Maintenant, nous avons des questions pour Michel. Quelques questions. La première, euh, un participant nous dit que dans cette expérience, les femmes et les communautés ont des expériences souvent négatives et donc une mauvaise culture financière. Alors, euh, comment faire en sorte que les instruments financiers intègrent les connaissances financières?
plus particulièrement en ce qui concerne les femmes dirigeant les entreprises en région rurale. Oui, avant d'investir dans telle ou telle entreprise, euh, nous, en- nous investissons dans l'éducation des femmes. C'est un processus très long et nous avons compris que il faut appuyer la culture financière avant de pouvoir aider une femme entrepreneur. Nous nous sommes déjà trouvés dans des situations où nous avons refusé de signer à cause de cela. Il n'y avait pas de soutien juridique non plus. Et donc, il faut comprendre non seulement ce pourquoi on signe, mais aussi euh, dans les 90 premiers jours, euh, nous investissons dans les connaissances financières. Nous demande- nous, nous- nous- nous demandons aux chefs d'entreprise de se familiariser et nous l'aidons à se familiariser avec les bases de la comptabilité. Qu'est-ce que c'est qu'un revenu? Qu'est-ce que le coût de revient? C'est quoi le bénéfice brut? C'est quoi le bénéfice net? Et naturellement, tout dépend de leur niveau de progression dans le processus. Donc, durant les 90 premiers jours, nous collaborons et nous faisons intervenir des assistants techniques et des prestataires de services qui sont là au jour le jour dans cette compagnie, dans cette entreprise pendant 90 jours. Et parfois, nous allons prolonger cette période, par exemple, passer de 6 mois à un an. Et donc, cette personne, nous allons lui apprendre comment se familiariser avec tout ce qui est aspect financier et en tant que propriétaire d'une entreprise, ainsi vous allez apprendre à bien connaître votre propre entreprise, et pas seulement les chiffres. Donc, nous payons pour cela en dehors de notre capital commercial que nous fournissons et nous travaillons avec de nombreux partenaires qui sont aptes à apporter cette assistance technique. Ça fait partie du soutien post-investissement qui est également obligatoire. Merci beaucoup. Et j'ai deux autres questions pour vous. Vous avez dit que seulement 17% de la terre, les titres de propriété sont des titres qui sont aux mains des femmes en Ouganda. Comment est-ce que ça peut affecter l'accès des femmes au financement? Et voyez-vous des défis similaires dans d'autres pays? Autre question d'un participant togolais. Euh, Comment peut-on avoir accès au capital ou à votre financement INWA, au financement d'INWA? Je crois que les données montrent que moins de 20% des prêts de niveau 1 et de niveau 2 vont à des femmes en Ouganda. Euh, Même si les femmes représentent 30% des entreprises en Ouganda. Euh, pour ce qui est des fonds privés, c'est également pire. Elles reçoivent moins de 5% de ces fonds privés. Euh, donc, vous avez de nombreuses données qui corroborent ce phénomène. Ce n'est pas un problème qui concerne uniquement le Ouganda. C'est un problème qui persiste également un peu partout en Afrique. Donc, nous continuons de travailler là-dessus et c'est également la raison pour laquelle on essaye d'être novateur dans la définition des garanties. Nous ne sommes pas tenus par ce que l'on considère comme des garanties traditionnelles dans notre écosystème. S'agissant du Togo, nous faisons partie d'une famille de fonds appelée Investors and Partners et nous travaillons sur les mêmes principes, nous travaillons tous sur les mêmes principes, principes d'investissement. Et je vais vérifier et je crois que Investors et Partners est également très actif en Afrique francophone. Vous avez des synergies au Sénégal, euh, par exemple Taranga Capital qui a un fonds, Niré Capital au Mali, au Cameroun. Et nous faisons partie de 10 fonds et nous serions heureux de vérifier si d'autres fonds investissent déjà au Togo. Donc, essayez de consulter le site web de Investisseurs et Partenaires. Vous y trouverez les 10 fonds dont nous faisons partie, également les domaines dans lesquels nous investissons. Et notre approche en matière d'investissement est toujours très semblable. Merci beaucoup. J'aurais une dernière question pour
l'une des quatre panélistes. Très rapidement, de nombreuses femmes entrepreneurs hésitent à contacter des investisseurs parce qu'elles ont peur d'être rejetées ou parce qu'elles se sentent mal préparées. Donc, d'après votre expérience, quelle est la préparation qui fait vraiment la différence dans ce genre de contact? À quoi faut-il se préparer? À quoi une femme entrepreneur doit-elle se préparer lorsqu'elle prend contact avec des investisseurs? Michel ou Edna ou Cécilia? Je pense, mon message serait non. Ce serait, n'hésitez pas. Nous essayons d'être aussi proactifs que possible, de prendre contact. Une des raisons pour lesquelles nous sommes en Ouganda, c'est qu'il n'y a que deux fonds domiciliés en Ouganda pour le moment, parce que notre intention était justement d'être au plus près des personnes qui voulaient obtenir nos investissements. Donc, nous continuerons d'essayer de voir où l'on pourrait travailler ailleurs. Par exemple, en Ouganda, vous avez l'association des femmes chefs d'entreprise et nous sommes présents dans leurs activités parce que euh, pour leur offrir les différentes alternatives. Je crois que c'est la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est vous encourager, les femmes entrepreneurs, à nous contacter parce qu'on essaye dans la mesure du possible de répondre à tout le monde. J'aimerais enchaîner sur ce qu'a dit Michel. Pour nous, en tant qu'organisation de soutien aux entreprises, nous voulons autonomiser les femmes par la connaissance, mais également dans la conduite de leurs affaires. Et il faut qu'elles prennent confiance, qu'elles aient confiance dans leurs entreprises, qu'elles osent se lever et parler pour leurs entreprises. Oui, nous sommes conseillers en entreprise, mais lorsqu'une femme parle à une autre femme, euh, il est souvent question de soft skills, donc de compétences humaines, de la manière d'approcher une entreprise. Nous accompagnons les femmes dans tout ce parcours de financement, depuis le moment où la demande nous parvient jusqu'au moment où le calendrier est négocié avec l'institution financière. Euh, nous aidons les femmes dans un premier temps et à partir de là, elles peuvent décoller. C'est ce que l'on appelle du renforcement capacitaire. Il suffit de montrer comment cela marche et ça marche, croyez-moi. Merci. Bien, merci beaucoup. Voilà, nous arrivons au terme de cette session. Merci. Alors que nous arrivons au terme de cette session inspirante, je voudrais remercier nos panélistes, modérateurs, participants d'avoir partagé leur expérience, leur expertise et leur énergie. Aujourd'hui, nous avons entendu les réflexions remarquables d'experts de premier plan sur l'accès au financement et l'autonomisation des femmes et nous avons exploré les opportunités et les défis auxquels sont confrontés les PME dirigées par les femmes en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Nous avons commencé par connaître les réalités. Les femmes entrepreneurs sont confrontées à des obstacles persistants en matière de financement, le manque de garantie, les préjugés structurels, les ressources restreintes et les lacunes en matière de connaissances financières continuent de ralentir la croissance d'entreprises dirigées par des femmes. Beaucoup de femmes travaillent dans les secteurs informels et occupent des postes sous-évalués par le système financier. Dans les zones rurales, l'accès aux banques et aux outils numériques est souvent limité. Il s'agit là de défis systémiques. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, ils ne sont pas insurmontables. Nos intervenants nous ont montré ce qui est possible. Les services financiers numériques, la microfinance, les innovations mélangées, FinTech et les produits financiers sur mesure peuvent libérer le potentiel économique des femmes. La culture financière, le mentorat et les réseaux de pairs apportent confiance et conseils permettant aux femmes de prendre des décisions éclairées, de développer leur entreprise et d'assurer des rôles de leadership dans leur communauté. Donc, quelle est la prochaine étape? Tout d'abord, l'inclusion financière doit être considérée comme une priorité. Les décideurs politiques, les institutions financières et les partenaires de développement doivent collaborer pour concevoir des produits adaptés aux gens, des options de crédit flexibles et des garanties alternatives qui répondent aux besoins des femmes entrepreneurs.
Deuxièmement, les outils et les plateformes numériques doivent être mis à profit pour surmonter les obstacles géographiques, culturels et mobilité. L'argent mobile, les identités numériques et les portefeuilles électroniques peuvent offrir aux femmes des moyens sûrs et accessibles de gérer leurs ressources, d'établir des antécédents de crédit et d'accéder à des capitaux. Troisièmement, un changement structurel est essentiel. Des politiques favorables, des réglementations inclusives et des efforts visant à réduire les obstacles sociaux et culturels permettront aux femmes de participer pleinement au secteur à forte croissance et à l'économie en général. Enfin, le renforcement des capacités est essentiel. Le renforcement du leadership, des compétences commerciales et de la confiance financière permettra aux femmes entrepreneurs de naviguer dans les systèmes financiers et développer leurs entreprises de manière durable. Le mentorat, les réseaux de pairs et l'apprentissage pratique doivent compléter ces efforts. Je profite de cette occasion pour promouvoir notre plateforme en ligne dédiée aux entrepreneurs à Greennovators. Vous y trouverez toutes les informations sur cette session, mais aussi sur différents sujets, notamment l'autonomisation des femmes. Je vous invite à rejoindre notre forum communautaire pour découvrir des innovations durables qui transforment les systèmes alimentaires. Vous pourrez poser des questions et partager vos idées. Et le code QR apparaît en ce moment à l'écran ou le site web agrinnovators.org. Cette série Sud-Sud n'est pas seulement une session, c'est une communauté. Et je vous encourage toutes à poursuivre la conversation, à partager vos idées et à collaborer au-delà de la session d'aujourd'hui. Donc, merci à tous d'avoir participé. Un merci tout particulier à ONU Femmes pour notre collaboration, à nos collègues Angela Davis, Alonso Barba Sejara, à nos interprètes pour leur excellent travail et à nos panélistes pour avoir partagé leurs connaissances avec nous. Ensemble, nous pouvons continuer à promouvoir une croissance inclusive, équitable et durable pour les MPME dirigées par des femmes dans les pays du Sud. La prochaine session aura lieu le mercredi 26 novembre et nous vous ferons parvenir des informations plus amples très rapidement. Merci à tous et passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée et au revoir.